BFM Business, Intégral Placement, idées de placement. Et oui, quelques idées de placement et Christian Fontaine et Stéphane Vannuffel. Bonjour messieurs. Bonjour à vous. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Christian pour le revenu, Stéphane pour netinvestissement.fr et un terme, bon père de famille. Qu'est-ce que la gestion bon père de famille? Vous avez envie de croiser le fer là-dessus, Christian? Et les Français de ont nous envie. Indiquer un petit peu. Les épargnants ont envie, puisque tous les sondages qui portent sur l'épargne montrent que les Français ne sont pas des spéculateurs dans l'âme, mais plutôt des bons pères de famille, c'est-à-dire qui recherchent... Pensez-vous, quand on est biberonné au livret A et au fonds euro... Voilà, alors ils cherchent pas on n'a pas le couteau de la spéculation entre les dents. Ils cherchent pas forcément uniquement du livret A ou uniquement du fonds en euros, mais c'est vrai qu'ils ne veulent pas prendre trop de risques. Alors, être bon père de famille, c'est de pas prendre trop de risques, mais pas forcément non plus être totalement trop prudent. C'est être soucieux de ses proches et être soucieux des biens qui ont été confiés par les générations précédentes. Alors, une fois qu'on a dit ça, bon, tout le monde comprend bien à peu près une gestion de bon père de famille, ça veut dire une gestion raisonnable. Bon, alors le problème, c'est que le X, c'est comment est-ce qu'on applique une gestion de bon père de famille en 2019. 2019, deux caractéristiques. D'abord, des taux d'intérêt au plancher et une fiscalité au plafond. Donc le principe, je dirais, tout le monde est d'accord pour placer son argent comme bon père de famille, simplement c'est la mise en œuvre, je dirais, de cette stratégie qui est loin d'être simple. Votre définition à vous de bon père de famille? Justement, tout est là. Moi j'aime bien faire des images, et vous savez que je suis spécialiste des images tirées par les cheveux. Je vous donne souvent l'exemple par rapport au risque, et quand on parle de gestion bon père de famille, on va dire aussi bonne mère de famille, puisqu'on est au 21e siècle. Prenez le ski, un bon père de famille ou une bonne mère de famille qui part avec ses enfants au ski, à un moment donné, elle a envie que ses enfants s'amusent, elle a envie que ses enfants prennent des risques, puisque faire du ski, c'est prendre un risque. La base, c'est de mettre un casque, c'est de se couvrir contre le froid, etc. Ça veut pas dire on se ferme à tout et on fait du livret A ou du fonds euro. Ça veut dire à un moment donné, on est conscient que le jour où il va faire -5, il faut peut-être plus se couvrir que le jour où il fait 5, et que les enfants, jusqu'à un certain âge, voire même les adultes, quand ils n'ont pas forcément un haut niveau, voire même quand ils ont un niveau, on met un casque pour se protéger. C'est des choses qui se faisaient pas dans notre génération il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est ce qu'il faut faire. Dans le placement, c'est pareil. Donc en fait, être bon père de famille, c'est pas une notion de hiérarchisation, de recherche de rendement ou de maîtrise de risque. C'est simplement avoir la tête sur les épaules et adapter ce qu'on fait à qui on est, quel était le sens du patrimoine qui nous a été transmis et quel est le sens qu'on veut donner à la transmission de notre patrimoine. Bon, alors on fait comment concrètement? En pratique, quatre conseils. D'abord, 1, acheter son logement, devenir propriétaire. 2, épargner au minimum 10% de ses revenus. 3, appliquer, vous ne serez pas surpris, la fameuse diversification attitude. 4, on optimise ses placements, mais attention, pas en absorbant, je dirais, des pilules anti-impôts, mais en effectuant les bons choix fiscaux. Voilà. Alors, premièrement, être bon père de famille, c'est effectivement pas forcément gérer comme ses parents, mais ça peut, dans un certain nombre de cas, signifier gérer comme eux, c'est-à-dire qu'il faut être moderne, mais aussi être classique. C'est vrai que le revenu reste favorable à l'acquisition de la résidence principale, j'ai déjà répété 1000 fois sur votre antenne. D'abord, ça sécurise votre avenir, ça sécurise celui de vos proches. Lorsque vos revenus seront divisés par 2 à la retraite, vous serez bien content de ne pas avoir un loyer à payer. Ensuite, sur le plan fiscal, on ne le répète jamais assez, la résidence principale est une véritable niche. Vous êtes totalement exonéré d'impôts sur la plus-value. Hors plafond, il n'y a pas de plafond, ni durée minimale de détention, ni plafond sur le montant de la transaction ou sur le montant du gain. Vous habitez dans une grande ville, c'est le cas de beaucoup d'éditeurs, vous n'avez pas les moyens d'acheter votre logement, prenez un pied dans l'immobilier. En achetant sur une résidence secondaire, sur un investissement locatif, pour profiter de la hausse des prix, grosso modo, égale à l'inflation plus 1 point. 2 mots pour terminer sur l'acquisition de la résidence principale. Sur Internet, vous trouverez beaucoup de simulateurs, vaut-il mieux acheter ou louer ? Prudence avec ces simulateurs, ils reposent sur de très nombreuses hypothèses, la principale hypothèse étant l'évolution des prix au cours des 20 prochaines années, et puis ensuite interrogez-vous bien sûr sur le business model du site qui propose ce type de simulateur. Bon, la résidence principale. Alors un mot sur la résidence principale, bon je ne l'ai pas compté moi comme dans les points importants, mais enfin, là on ne peut pas aller à l'encontre. Moi je pense juste qu'aujourd'hui... Pourtant il y a plein d'études qui nous disent que ce côté sédentarité, etc., c'est un des... Il est en pleine forme. Un des pièges, un des freins de l'économie française. C'est pas un frein. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui il y a eu une mutation dans
dans la société française, il y a une mutation dans les prix de l'immobilier en France aussi, qui font que finalement, c'est pas forcément toujours l'alpha et l'oméga d'être propriétaire de sa résidence principale. C'est pour ça que Christian l'a rappelé intelligemment à la fin en disant, si vous ne pouvez pas être propriétaire de votre résidence principale parce que le montant est trop élevé, etc., peut-être mettez au moins un pied dans l'immobilier. Donc, oui, je suis d'accord avec vous, si on peut parler de macroéconomie, de dire que le français propriétaire, terrien, la pierre palpable est peut-être un frein parce que ça fait monter les prix, ça sclérose l'investissement. Oui, puis ça empêche une certaine forme de mobilité. La France est un pays de constructeurs, la France est un pays d'immobilier. Donc si on commençait vraiment à regarder les balances de ce que rapporte aussi le marché de l'immobilier à la France, d'un point de vue État, fiscalité, etc., on pourrait mettre un peu, on pourrait saupoudrer tout ça. Alors moi, un premier conseil en revanche, pour faire un petit jeu donnant-donnant, moi je dirais, et ça va aller dans le sens de ce que dit Christian, c'est pour ça que je mets ce conseil tout de suite, adaptez ce que vous faites à qui vous êtes en commençant par mettre à plat votre situation personnelle et à bien définir vos projets. C'est-à-dire que pour être un peu plus dans la finance comportementale ce matin, je vais dire, et je vais défendre un peu ma crèmerie, mais je pense que le banquier doit le faire, l'assureur, l'agent immobilier, peut-être pas assez, mais aujourd'hui on voit que les nouvelles générations d'agents immobiliers se mettent sur ce créneau-là. Avant même de vous lancer dans un projet, avant même de définir qui vous êtes, est-ce que vous êtes bon père de famille, spéculateur ou pas, mettez en place une vraie stratégie en vous connaissant bien, c'est-à-dire, là encore, autre image, avant de prendre un médicament ou de mettre en place un protocole médical, on commence bien par faire un diagnostic, bien comprendre quels sont les maux dont nous souffrons et quelles sont les allergies. On va chez le psy, qu'est-ce qu'on fait? On peut, mais je vais vous dire, alors, pour Guillaume rigoler, mais l'immobilier, puisqu'en France, l'immobilier est quelque chose d'extrêmement affectif. Dans l'absolu, moi j'ai déjà rencontré en 17 ans de carrière des gens qui, avant d'investir, devraient peut-être aller chez le psy, juste parce qu'en fait, il y a des antinomies et des paradoxes. On reparle du risque. Vous avez des gens qui vont vous dire, je ne veux pas prendre de risque et je ne veux prendre zéro risque en investissement, en particulier quand on parle de bourse, et je mets des guillemets pour les gens qui ne nous voient pas. En revanche, ce sont des gens qui, chez eux, affichés, ont leur 833e saut en parachute. Donc c'est des gens qui vous disent, je veux prendre jamais de risque, je ne prends jamais de risque dans la vie, mais qui sont des passionnés de parachute. Bah, vous voyez, bon père de famille, c'est aussi bien comprendre quand on dit à quelqu'un, je ne vais pas prendre de risque, donc je ne vais pas faire ce type d'investissement plutôt que celui-là, d'être bien sûr d'avoir compris qui on est. Je vais vous dire un truc, quand on est bon père de famille et donc on est supposé ne pas prendre de risque, on a quand même fait des enfants puisqu'on est bon père de famille, et faire des enfants, figurez-vous que c'est un risque. Alors, exactement. Mais c'est un actif. Un bon père de famille trouve un juste équilibre entre je dirais, l'absence totale de risque et l'absence totale de rendement. Un bon père de famille aujourd'hui est obligé un minimum de prendre des risques. Si vous mettez l'intégralité de votre placement, de votre argent sur du fonds en euros ou sur du livret A, vous allez perdre en termes de pouvoir d'achat, et donc ce n'est pas être un bon père de famille. Effectivement, on anticipe ses besoins pour le futur. Je rebondis sur ce que disait Stéphane. 2, on achète son logement. 3, bien sûr, on trouve un juste équilibre entre épargne et consommation. Et pour être encore plus précis, l'objectif que vous pouvez vous fixer, c'est épargner 10% de vos revenus. Alors attention, c'est vrai que la moyenne française est à 15%. Vous dites 10%, c'est moins que la moyenne française. Que nini. 10% une fois que vous avez remboursé votre résidence principale. Donc vous savez que le taux d'épargne de 15%, il y a les 2 tiers qui correspondent au du remboursement du capital de prêt, et puis 1 tiers qui correspond en fait à de l'épargne financière pure, c'est de la somme que vous mettez sur votre livret A, sur de l'assurance vie en euros ou sur un compte titre. Donc les Français épargnent environ 4 à 5% qui prennent de leurs revenus vers des placements financiers. On peut considérer qu'un objectif raisonnable, à la fois un bon équilibre entre la raison et l'ambition, ça serait d'épargner le double de la moyenne française, c'est-à-dire environ 10% de ses revenus, une fois que vous avez acheté votre logement. Et ceci, pas, je dirais, pour le plaisir de théoriser, on va y arriver. Thésauriser ou théoriser? Thésauriser, on va y arriver. Et donc, avec un objectif de se constituer un capital dans lequel puiser dedans le moment venu, soit pour financer les études de ses enfants, soit pour préparer sa retraite, soit pour s'offrir une résidence secondaire, si tel est votre objectif. Ce que vous disiez, Cédric et Christian a 100% raison. Peut-être que l'immobilier, le frein du tout immobilier en France est sur ce taux d'épargne que l'on pense être très élevé, mais qui finalement est un taux d'épargne extrêmement tourné vers sa résidence principale ou son logement, et qui finalement peut-être explique aussi un peu de carence par rapport aux pays anglo-saxons sur des prises d'initiative dans l'économie réelle, et en particulier les nouvelles technologies, la révolution industrielle, etc. Alors, pour aller dans ce sens-là, moi je vais vous donner un autre conseil, alors bon père de famille ou pas, mais qui me semble un conseil de bon sens, et c'est dans l'air du temps.
Donc je suis très à l'aise avec ça parce que c'est quelque chose. Vous prenez pas de risque excessif. Sur chez Net Investissement, ça a toujours été notre truc, mais ça nous regardait nous, mon associé historique et moi-même. Maintenant, apparemment, les gens se sont réveillés et on se rend compte que c'est mieux de manger bio, de faire attention à ce qu'on fait et d'investir de façon, alors socialement responsable, c'est un grand mot, mais en tout cas de façon tout à fait responsable. Donc deuxième conseil, donc le premier, connaissez-vous vous-même. Deuxième conseil. Investissez aujourd'hui, au 21e siècle, dans un environnement compliqué, à fortiori en 2019, volatilité, etc. Essayez d'investir dans des choses qui vous parlent. C'est-à-dire essayer c'est pas forcément comprendre ce que vous faites, parce que ça, on va vous l'expliquer, mais c'est pas vous faire plaisir, je vois Guillaume qui sourit, c'est pas forcément se faire plaisir, mais au moins, essayez de faire quelque chose qui, au-delà de l'aspect risque, rendement, liquidité, qui sont les 3 points de base d'une épargne concrète, faites des choses aussi qui peuvent être utiles, qui vous sont utiles à vous, utiles à la société, ou utiles à qui vous voulez. En ce moment, l'ISR est hyper à la mode, donc l'investissement socialement responsable. Ça fait longtemps que des gens ont déjà cette optique-là. Vous savez, moi j'ai connu ça au début de ma carrière. Il y avait eu le fameux marée noire de Total. Je crois que c'était l'Erika à l'époque, et vous aviez des clients qui du jour au lendemain avaient demandé à leur banquier si dans leur PEA ou leurs assurances vie multisupports il y avait des actions Total, parce qu'il fallait arrêter d'investir dans les actions Total. C'est des choses qui sont aujourd'hui très dans l'air du temps, et je pense que c'est une bonne chose. Lorsque vous faites par exemple un investissement meublé, on a toujours ce choix entre 2 écoles que moi je vis depuis des années. Vous avez des gens qui aiment bien investir dans le secteur de l'étudiant, des gens qui aiment bien investir dans le secteur du 3e, 4e ou 5e âge selon la donnée. C'est important parce que chacun a son histoire personnelle. Et il y en a qui ont des enfants qui vont arriver à l'âge de l'étude, donc naturellement c'est les étudiants. Il y a des gens qui ont connu la dépendance de leurs parents, donc c'est la dépendance. Donc faites quelque chose qui vous parle, c'est aussi un point important pour faire un bon investissement. Oui, donner du sens à ses placements et puis bien sûr diversifier. C'est-à-dire que le bon père de famille en 2019, il est modeste. Il a bien compris qu'il est très difficile de prévoir l'évolution des marchés financiers ou de l'immobilier. Il diversifie. En fonction de ses moyens, il a investi un peu dans toutes les classes d'actifs et on constate qu'avec ce type de stratégie, sur le long terme, il peut être que gagnant. Être bon père de famille, c'est bien sûr, dans certains cas, acheter son logement, donc faire comme ses parents, mais c'est aussi, dans certains cas, innover. Par exemple, en gestion boursière, il faut prendre acte que le CAC 40 est loin d'être l'indice le plus performant, donc il faut internationaliser ses placements. Parliez d'immobilier locatif. Oui, on peut acquérir un petit logement nu, un studio qu'on loue, donc investir dans l'immobilier résidentiel, donc à la papy, entre guillemets, mais aujourd'hui, on prend acte qu'investir dans l'immobilier professionnel, bureau, commerce, peut rapporter davantage, donc on diversifiait aussi à ce niveau-là. Enfin, on en parle souvent sur notre antenne, l'assurance vie, mais on ne se contente pas d'un gestionnaire, on ne se contente pas d'un contrat, mais on diversifie chez plusieurs professionnels. On ne se contente pas du fonds euro, parce que tout à l'heure vous disiez on met tout sur le rouge. C'est un peu ce qui se passe en France depuis 30 ans, on met tout sur le rouge, en se disant puisqu'il y a une garantie de capital, je le rappelle, la garantie de capital n'exclut pas un risque, est porté par un tiers. Ça veut dire que si jamais pour X raison il y avait un problème de liquidité, un problème de risque, un problème industriel sur un grand assureur, à ce moment-là, on verrait bien ce que c'est que d'avoir tout mis sur le rouge impair et passe.